9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei sur Europe 1. Bonjour, bon week-end. Je reçois ce matin Emmanuel Todd pour son livre événement « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes » qui se veut aussi une réponse à l'idéologie actuelle qui nous explique que la domination masculine universelle a été le moteur depuis toujours d'une violence ininterrompue à l'égard des femmes. Et bien d'après lui, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Bonjour Emmanuel Todd, prêt à expliquer vos conclusions aux auditeurs d'Europe 1 ? Oui, bonjour. Oui, je vais essayer. Je recevrai ensuite Nelly Garnier. Elle fait partie de ces élus qui ne se résigne pas au désintérêt croissant des citoyens pour la vie politique, alors que les réseaux sociaux, eux, bouillonnent de débats et de prises de position. Dans son livre « La démocratie du like », elle explique pourquoi les réseaux sociaux sont une chance pour la démocratie et qu'on a tort de n'y voir que de la haine et de la violence. Europe 1. Emmanuel Todd, vous êtes historien, anthropologue et vous publiez au Seuil « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes ». Vous y retracez l'évolution des relations entre les deux sexes depuis l'origine d'Homo sapiens pour en arriver à aujourd'hui, au féminisme que vous appelez de troisième vague. Le féminisme aurait connu trois vagues. La première, c'est celle de la citoyenneté. Les femmes réclament le droit de vote et ça commence en Angleterre. La deuxième vague, c'est celle de la sexualité. Elle s'ouvre avec l'invention de la pilule en 1961, autorisée en France en 67. Et puis elle culmine avec la légalisation de l'avortement. Cette deuxième vague, elle commence aux États-Unis. Et puis la troisième vague, celle d'aujourd'hui, c'est celle de l'identité. On passe à un questionnement sur ce que sont les hommes et les femmes, à une remise en cause de l'idée que l'on se fait de leur nature. Et ça commence en Suède. En France, on assiste à la montée en puissance d'une nouvelle conception antagoniste des rapports entre hommes et femmes. La domination masculine universelle, insupportable, aurait été le moteur d'une violence ininterrompue à l'égard des femmes depuis l'apparition de notre espèce. Et vous vous dites que ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, j'ai été surpris par le phénomène que je n'attendais pas dans un pays comme la France, où la tradition, c'était plutôt, par rapport au monde anglo-américain, une sorte de camaraderie entre les sexes. Donc ça m'a intéressé en tant que chercheur. Ça m'a un peu agacé aussi, faut être honnête. Mais ça m'a surtout, je dirais, révulsé en tant qu'anthropologue et historien. Parce que ces théories parlent d'une histoire qui n'a jamais existé. Quand on fait de l'anthropologie, on étudie les différences de statut des femmes selon les lieux, selon l'histoire. Et une notion comme par exemple le patriarcat, qui est l'une des notions phares, qui s'appliquait à des systèmes masculins durs, comme la famille russe ou la famille du Moyen-Orient, appliqués à des systèmes comme les systèmes occidentaux. Pour moi, l'Occident, c'est au sens strict, c'est Scandinavie, monde anglo-américain et France. Ça n'a juste aucun sens. C'est comme si cette théorie cassait mon instrument de travail et ce que j'avais appris et ce que l'humanité scientifique avait appris pour les 50 dernières années et pour l'humanité pour les 150. Donc c'était agaçant. Alors la famille humaine originelle, celle des chasseurs-cueilleurs, ce que nous avons été pendant 200 ou 300 000 ans, des chasseurs-cueilleurs, c'est donc l'essentiel de l'histoire humaine. La famille humaine originelle donc se caractérisait, dites-vous, par la division du travail entre hommes et femmes et par une prédominance politique masculine dans le groupe. Alors la division du travail d'abord, comment est-ce que ça... Ça c'est un acquis de l'anthropologie. C'était un acquis jusqu'à sa remise en question par quelques cas isolés, mal documentés. Les femmes se concentrant pour l'essentiel sur la cueillette, avec éventuellement une participation des hommes, et les hommes ayant l'exclusivité de la chasse. Et ça, c'était un universel documenté. Il y a quelques cas spécifiques qui ont été discutés et réglés. Et j'en donne la carte d'ailleurs. On verra, toute la carte planétaire est en rouge pour 1291 peuples. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vraiment intéressant quand on travaille sur le présent, c'est de voir que les produits de la cueillette étaient, restaient sur le couple, sur la famille conjugale. Les femmes étaient, porteuses d'un certain type de comportement individualiste familial. Les produits de la chasse étaient toujours répartis sur le groupe. Le groupe qui faisait à peu près 25 personnes. 25 personnes, étant inclus dans un peuple qui en général en faisait 1 millier. Mais le groupe partageait. Donc on arrive à ce résultat premier très rapidement, qu'à l'origine de l'humanité, la femme est individualiste et l'homme, pas collectiviste, mais chargé du collectif. Et en fait, moi, c'est la thèse, en fait, on démarre sur la thèse
qui devrait être le plus discuté du livre, c'est l'idée que, en fait, peut-être que l'émancipation des femmes, qui est une excellente chose et que je documente abondamment, aurait eu quand même quelques effets inattendus qui auraient été une dérive individualiste. Et si on fait ce que mon maître Emmanuel Leroy-Ladurie appelait pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle de l'histoire totale, qui prend tout en compte, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre la dérive individualiste, y compris néolibérale et économique, et l'émancipation des femmes? Vous voyez, c'est ce genre de questions générales qui sont devenues pour moi tellement plus importantes que, je ne sais pas comment dire, la dénonciation de telle ou telle attitude. Sachant qu'en plus, vous en faites une question. Hein. C'est une intuition que vous avez, vous posez la question. Oui, mais je continue à réfléchir. En arrivant dans mon taxi, je me disais, mais quand même, il y a des trucs que je n'ai pas mis en évidence. Donc, par exemple, les sociétés où le statut des femmes est resté plus bas, comme l'Allemagne ou comme la Russie, qui avait une grosse organisation patriarcale autrefois, gardent des capacités d'action collective beaucoup plus fortes que les pays occidentaux au sens strict. On pense à l'organisation de l'industrie allemande, ou ces jours-ci, on pense plutôt à l'organisation de l'armée russe aussi. Le livre je pense qu'il est assez simple dans son expression. On va voir qu'effectivement, il est tout à fait compréhensible. Il est très compréhensible, c'est pour ça que j'en suis assez content. Mais... On fait une pause et on se retrouve juste après, Emmanuel Todd. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes avec Emmanuel Todd ce matin pour son livre « Où en sont-elles ?», qui vient de paraître au Seuil. Vous dites dans ce livre, au fond, Emmanuel Todd, que les Français seraient les descendants directs des chasseurs-cueilleurs, hein, tout comme les Scandinaves et les Anglo-Américains, qui partagent avec nous le même système familial égalitaire. Le statut de la femme est toujours resté élevé, aussi élevé qu'il l'était, comme vous le disiez, parmi les chasseurs-cueilleurs. Oui, il y a eu des évolutions dans le système familial, mais ce système égalitaire à légère patridominance, comme je dis, n'a pas tellement bougé. Pourquoi ? Parce que en Extrême-Occident, on est sur les franges de l'Eurasie. On trouverait la même chose de l'autre côté, hein, aux Philippines ou en Indonésie. Ce que j'appelle, en termes un peu techniques, je m'en excuse, la mutation patrilinéaire, c'est une réorganisation du système familial autour des hommes, avec un abaissement du statut de la femme, a démarré en divers lieux à la suite de la densification de l'agriculture, donc au Moyen-Orient, en Chine, en Inde du Nord, en Inde du Nord, en Afrique de l'Ouest, et a transformé les systèmes du cœur de l'Eurasie et d'une bonne partie de l'Afrique, avec abaissement du statut des femmes, mais toutes les régions périphériques du monde ont gardé un statut des femmes plus élevé. Si les gens pensent à l'Afghanistan, à Kaboul, ils pensent que l'Afghanistan est très en retard économiquement, et ils ont raison. Mais ils pensent que le statut de la femme très bas de l'Afghanistan représente un passé de l'humanité. Comme alors si on avait connu la même chose. Comme si nous, derrière nous, dans le passé, on avait, au milieu du bassin parisien, comme s'il y avait eu un Kaboul quelconque au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. En fait, le système afghan, ou Pashtun, ou tout ce qu'on veut, est le produit d'une évolution plurimillénaire. L'abaissement du statut de la femme a demandé des millénaires. Et donc, par exemple, là, on est au cœur du malentendu entre l'Ouest et ce cœur de l'Eurasie, c'est quand on leur demande une élévation du statut de la femme, ce qui est une très bonne chose en soi, on ne leur demande pas, je dirais, d'avancer plus vite dans l'échelle du développement anthropologique, familial, on leur demande de reculer, en fait, de revenir. Et c'est évidemment un système archaïque qui est le nôtre. Alors évidemment, l'hypothèse de notre archaïsme familial, que personnellement je trouve sympathique, c'est pas bon pour notre vanité d'occidental, parce qu'on est persuadé que chez nous tout est moderne. Mais il y a tout de même en Occident une différence entre catholiques et protestants. Hein. La conversion au christianisme, la conversion générale, elle a été positive pour le statut de la femme, vous le dites. Hein. La sacralisation du mariage, sur le principe du consentement mutuel, c'est ce qui a permis, au moins en théorie, de librement choisir son conjoint et pour une femme de ne plus être quittée, le divorce étant interdit jusqu'au 19e siècle. Mais la réforme protestante, elle a été plutôt négative. Moi, ça, c'est l'une de mes propres découvertes, quelque chose que j'avais raté dans mes précédents livres. Parce que, vous voyez, quand on pense au féminisme, on pense, on voit bien que l'Angleterre a été leader pour la première vague, le suffrage. On voit bien que les Américains ont inventé la pilule.
on voit bien que les mouvements de contestation les plus violents récemment, que ça vient du monde anglo-américain. Et on s'imagine que ça a un rapport, en tout cas je m'imaginais, avec un statut de la femme antérieurement plus élevé. Et en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que le statut des femmes était plutôt, sans doute, plus élevé, marginalement, dans le monde latin et catholique, avec une égalité absolue au niveau de l'héritage, dans le cas de la France. Parce que le modèle original, dans le monde anglo-américain, et scandinave d'ailleurs, a été transformé par le protestantisme, un protestantisme qui venait d'Allemagne, un pays où les statuts des femmes avaient déjà été abaissés, et qu'une partie de la mécanique des rapports entre les sexes dans le monde anglo-américain, c'est une tension entre un fond égalitaire et une tentative protestante patricentrée. Donc le féminisme, la contestation féministe dans les pays du monde anglo-américain, c'est une réaction au protestantisme. Mais ça, c'est une chose qu'on a du mal à imaginer parce qu'on pense que le protestantisme, c'est la modernité en toute chose. Ce que nous vivons depuis qu'on parle d'émancipation ou de libération de la femme, au fond, je parle en France, hein, c'est l'accentuation d'un statut déjà élevé. Et cette libération, elle s'est effectuée d'autant plus facilement, d'après vous, que les hommes, les maris, les pères, les frères ne s'y sont pas vraiment opposés. Il leur est arrivé de dire des bêtises, dites-vous, des généralités concernant les femmes. Des franches stupidités, de mais franches stupidités. Ouais. Ils sont opposés, pour un certain nombre d'entre eux, des sénateurs surtout, au droit de vote chez les femmes. Ça a pris beaucoup plus de temps en France, par exemple, qu'ailleurs. Mais ça, c'est parce que les femmes avaient leur organisation politique personnelle qui était l'Église catholique. Hein. Voilà, à qui elles devaient qui faisait le mariage. peur aux radicaux socialistes. Voilà, c'est pour ça qu'on ne voulait pas que les femmes votent. Mais enfin, ça s'est fait sans révolution sanglante et ça s'est bien passé, quoi. Oui, ça s'est bien passé. Alors, même je me souviens avoir lu, quand je dirigeais à la bibliothèque de l'Institut national d'études démographiques, un livre qui, je crois, était australien, dont j'ai perdu la référence malheureusement, qui se lamentait de ce que l'émancipation des femmes en France ait eu lieu en l'absence d'un mouvement féministe sérieux. Donc, il y a une certaine naturalité. Il y avait des pères qui craignaient que leur fille tombe enceinte, ça a existé jusqu'à l'arrivée de la pilule. Des hommes et des femmes se spécialisant économiquement pour survivre dans des conditions difficiles, ça aussi, ça a existé, jusqu'à ce que les femmes deviennent aussi diplômées que les hommes et fassent une entrée massive sur le marché du travail. Mais le patriarcat n'a jamais vraiment existé chez nous. C'est ça ce que vous dites dans votre livre. Non, la patridominance, c'est-à-dire une prédominance politique, si. Ça, c'est un universel, donc les chefs des collectivités, avec ses à côté, je dirais, positifs, les à côté positifs et négatifs du collectif. Donc le côté positif du collectif, c'est la chasse quand elle est collective, c'est la distribution collective des produits de la chasse. Oui, c'est hérité des chasseurs-cueilleurs. Voilà, on a maintenu ça. Voilà, et puis ça peut être l'organisation du collectif, mais le collectif, c'est aussi la guerre, malheureusement. Il faut bien voir ce que tous ces débats sur le patriarcat, en fait, sont produits, et je pense sont très largement majoritaires, dans des générations très postérieures à la mienne, puisque j'ai 70 ans, et qui n'ont jamais connu que l'abondance. C'est-à-dire qui ont tout simplement oublié que dans l'histoire de l'humanité, la priorité, ça n'était pas l'épanouissement émotionnel, qui est une très bonne chose et que j'approuve, et des rapports délicieux entre hommes et femmes, ou équilibrés, ou tout ce qu'on veut, mais que le problème de l'humanité, au départ, c'était la survie. En fait, et si on pose la question de... Alors la survie, ça comprend l'acquisition des subsistances. Ça comprend la capacité à se reproduire dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Là, par exemple, les générations actuelles oublient que la surveillance des filles sexuellement et pas des garçons, c'est pas juste par perversité, c'est parce que les parents étaient juste terrorisés à l'idée que leur fille tombe enceinte, puisque... Et se retrouve seule pour élever un enfant. Eh ben, la situation de fille-mère, c'était une demi-mort sociale. Et le problème des êtres humains et des couples, c'était la survie économique. Et donc, le processus d'autonomisation des individus les uns par rapport aux autres par le salariat a complètement fait perdre de vue la notion de solidarité économique du couple. Et en fait, de solidarité économique de l'homme et de la femme, qui est l'une des dimensions de l'amour, selon moi. Vous voyez, j'ai pas du tout une vision négative de la solidarité économique. Je veux dire, survivre ensemble, je trouve que c'est assez noble, en fait. Très noble, Emmanuel Todd, je vous arrête dans votre élan. Pause, on continue juste après. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec Emmanuel Todd qui, dans Où en sont-elles au Seuil, une esquisse de l'histoire des femmes, nous annonce une bonne nouvelle en fait. Vous m'avez enlevé une épine du pied, je commençais à me voir comme l'héritier, le descendant de générations et générations d'hommes qui avaient exploité, esclavagisé leurs femmes, qui sont aussi mes mères, grand-mères et arrière-grand-mères. En fait, vous dites non, ça s'est plutôt bien passé, une collaboration solidaire, souple, efficace. J'ai pas dit que la vie de tous les couples depuis l'aube de l'humanité était sans nuages. J'ai bien Ce entendu. que j'ai dit, c'est que la solidarité était fondamentale parce que le problème de l'humanité n'est pas la lutte entre hommes et femmes, c'est la lutte contre la nature et la survie dans la nature. Mais aussi qu'il y avait une division du travail qui était acceptée, qui était efficace. Arrivons-en à aujourd'hui, Emmanuel Todd, parce que c'est quand même la question de départ. Pourquoi on en est arrivé à ce féminisme de troisième vague qui nous explique que ça a toujours été la guerre des sexes, qu'on a cessé de violenter les femmes, que nous-mêmes, nous sommes toujours dans la culture du viol, promptes au féminicide. Qu'est-ce qui s'est passé d'après ce que vous dites? L'émancipation des femmes a eu lieu, mais elle n'a pas eu tous les effets positifs qu'on en attendait, c'est ça? C'est-à-dire que les femmes ont accédé en fait au statut d'acteur autonome de l'histoire. Avant, une femme existait par rapport à son conjoint. On était la femme d'un ouvrier, la femme d'un bourgeois, la femme d'un petit commerçant. Et maintenant, les femmes sont triées par l'éducation au départ comme les hommes, avec des meilleurs résultats. Et ça crée ce que, pour elle, une situation que Durkheim, très grand sociologue français, décrivait en 1897 comme de l'anomie. C'est-à-dire l'anomie, c'était l'espèce d'anxiété, d'insatisfaction dans une société mobile, en progrès ou en changement, qui vient de ne pas savoir quoi attendre et où on va. Des choses comme ça. Et ça, c'est une anxiété typiquement masculine, auquel, si l'on peut dire, les femmes ont eu accès. Mais elles ont eu accès à ça en gardant, si on peut dire, le problème des femmes par la capacité de l'être humain femme de fabriquer des enfants. Elles font deux problèmes au fond. Donc elles cumulent en fait, et donc si on se représente la vie d'une femme maintenant, c'est quoi attendre de la vie, à quel moment, donc une vie extraordinairement plus complexe. Et puis, je dirais que un certain niveau d'anxiété supérieur, les femmes ont accédé aux problèmes des hommes. Donc voilà, mais dans une période particulière. C'est-à-dire que d'abord, les femmes ont été triées socialement, en catégories sociales. On vit une période historique spéciale. On vit un gonflement des classes moyennes, un appauvrissement des classes moyennes qui maintenant, en leur cœur, sont éducativement dominées par les femmes, ce que j'appelle matridominance. Je dis bien que les classes supérieures restent patridominées. Je ne suis pas un naïf. Et j'explique comment, d'ailleurs, ça augmente la probabilité du harcèlement sexuel dans les entreprises. Donc le livre n'est absolument pas naïf, mais je suis finalement arrivé à la conclusion que ce féministe antagoniste ou ce féministe de ressentiment qui, en pratique, dresse au niveau idéologique, pas forcément dans toute la réalité, des femmes des classes moyennes contre des hommes des classes supérieures, en fait, a une grosse dimension de classe dans une période, je dirais, de déclin économique, dans une période d'anxiété. Il y a un phénomène que j'étudie, alors, depuis maintenant bien des années, je veux dire qu'il y a une anxiété montante des classes moyennes menacées. Et au final, j'arrive sans doute à cette chose très simple que le féminisme antagonisme, qui est un truc féminin, il n'y a pas de problème. Je n'élimine pas le sexe dans l'analyse du processus, mais il a simplement une dimension de ressentiment de classe tout à fait classique à sa manière. Et en fait, on pourrait multiplier finalement, quand j'y pense, j'ai été très critiqué pour mon livre Qui est Charlie, dans lequel j'analysais, je dirais finalement, un certain type d'anxiété des classes moyennes, de pessimisme des classes moyennes. Et là, j'en suis à me demander si finalement, ça n'est pas une autre facette. Vous voyez, c'est-à-dire la multiplication des phénomènes idéologiques pessimistes dans les classes moyennes est assez logique dans une période de déclin. Et je dirais que c'est même normal que ça touche les plus jeunes, parce que ce sont les plus jeunes qui sont menacés par l'évolution économique. Donc l'idée que ce féminisme antagoniste est porté particulièrement par les plus jeunes générations a une certaine logique sociale. Mais je vous rassure, je ne suis pas dans une simple réversion au marxisme de mon enfance.
je perçois toujours la différence entre hommes et femmes. Merci Emmanuel Todd. Où en sont-elles? C'est paru au Seuil. C'est un livre tout à fait passionnant. Et c'est vraiment une esquisse de l'histoire des femmes. On s'aperçoit notamment qu'il y a toujours aujourd'hui une espèce de division du travail héritée des centaines de milliers d'années où nous étions chasseurs-cueilleurs. Hein. Les femmes travaillent de préférence dans le tertiaire, les soins aux jeunes et aux vieux, l'enseignement, la fonction publique, l'entretien de la maison, qui est devenue la gestion administrative de la nation, tandis que la technique et la transformation de la matière constituent le cœur de la résistance masculine. Vous nous racontez tout ça et c'est tout à fait passionnant. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Nelly Garnier. On va parler de la démocratie du like et des réseaux sociaux. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nelly Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Paris, conseillère régionale en charge de la transformation numérique au sein de l'exécutif de la région Île-de-France et directrice de l'Observatoire des crises nouvelles de Havas Paris. Vous étiez donc à la croisée d'une sphère politique qui connaît un désengagement progressif des citoyens, qui devient donc de plus en plus apathique, et une sphère numérique au contraire bouillonnante, les réseaux sociaux en particulier, d'où le livre que vous venez d'écrire, La démocratie du like, qui paraît chez Bouquin dans la collection Essais. Vous pensez que les réseaux sociaux sont une chance pour la démocratie, alors que beaucoup n'y voient qu'un déferlement de haine et de violence? Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? C'est quand même cette révolution technologique. On a donné accès à n'importe quel citoyen. On a fait rentrer sa parole dans l'espace public, alors que jusqu'à présent, c'était vous, moi, c'était un cercle restreint qui avait accès à la parole diffusée largement, les journalistes, les politiques, les intellectuels. Et donc, forcément, ça ouvre une révolution démocratique. Et ce qui m'a interrogée, c'est que cette avancée, qui est de se dire que n'importe quel citoyen ordinaire peut faire entrer sa voix dans le débat public, eh bien, a été perçue comme une menace. Et donc, je me suis interrogée par quel retournement on y avait vu une menace pour la démocratie, alors qu'on aurait dû, si on en revient à ce qu'est la démocratie, l'égale dignité de la parole de chaque citoyen, on aurait dû y voir une avancée. Mais alors, je vous cite, là, vous écrivez « Cela fait 15 ans que je distribue des tracts que personne ne veut lire et j'ai obtenu des centaines de milliers de vues en postant des vidéos où je préparais un sauté de veau pour mes enfants, où j'expliquais, façon maîtresse d'école, le fonctionnement du Conseil de Paris. » Pour vous, c'est là que ça se passe maintenant, hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça fait très longtemps que je suis engagée en politique, j'ai travaillé en politique, j'ai milité en politique, et puis je suis élue depuis pas si longtemps que ça. Et donc, moi, j'ai le parcours traditionnel de la démocratie représentative. J'ai pris ma place dans la file d'attente jusqu'à ce qu'on me donne l'investiture, c'est-à-dire que l'appareil me permette de tenter ma chance sur une élection. Et donc, quand je suis arrivée dans ce monde politique, je me suis dit, est-ce que je n'arrive pas dans un monde déjà mort? Parce que je vois qu'on passe des heures dans des hémicycles sur des sujets qui n'attirent jamais l'attention du grand public. Et dans le même temps, je me suis rendu compte que c'est pas que les gens se dépolitisent, c'est qu'il y a un bouillonnement de réflexion sur la vie politique qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que j'ai vu aussi, moi j'ai été élue en 2020 aux élections municipales, une élection avec de très fortes abstentions. J'ai été élue ensuite conseillère régionale aux élections régionales. Je le dis à chaque fois, c'est effrayant, 87% d'abstention chez les 18-24 ans au premier tour des élections régionales en France. Et on va peut-être vivre là la première élection présidentielle à forte abstention, c'est-à-dire avec une abstention qui restera limitée parce que les gens se mobilisent pour l'élection présidentielle, mais quand même, c'est pour ça que j'ouvre mon livre en disant je pense à mes fils, j'ai 2 fils de 5 et 8 ans, quand ils seront en âge de voter, est-ce que voter aura encore un sens ou est-ce que pour eux, la vie politique, ça sera principalement débattre, faire des choix, défendre des causes sur Internet? Et je pense qu'il y a un danger quand même à en arriver là, à cette démocratie purement du like, et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans je me suis plongée dans cet univers des réseaux sociaux. Et en disant, en écrivant, le like est devenu plus important que le vote, ce qui pour vous est un problème, hein, et en même temps un espoir, parce que au fond, Internet et les réseaux sociaux ont renversé les rapports de pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole, vous l'avez dit. Ça veut dire que les débats dont le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir médiatique avaient le monopole sont lancés aujourd'hui par de simples individus qui coalisent autour d'eux, en un rien de temps, des milliers, voire des millions de sympathisants,
et sont capables de faire tomber des puissants. Et vous donnez plein d'exemples, que ce soit le référendum de 2005, où le non l'a emporté sans que personne ne l'ait prévu, la ferme GameStop, le mouvement des Gilets jaunes, MeToo inceste, les Ouïghours, ou l'affaire des Tupperware achetés chez Ikea. C'est une affaire que je ne connaissais pas, mais si vous pouvez la raconter en 2 mots d'ailleurs. Non, mais c'est pour montrer que finalement, ça montre finalement, ça montre le décalage entre ce monde qui était avant le monde, on va dire, de ceux qui étaient dans les pouvoirs établis et les citoyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on dit, non, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que ça façonne mal l'opinion. Et ce que montre le référendum de 2005, je parle effectivement d'Étienne Schwartz, cet enseignant qui était alors inconnu et qui publie une tribune, alors que les journalistes, les politiques, tout le monde pense que c'est très bien ce traité et tout le monde est pour le oui. Ben, on a un illustre inconnu qui publie sur son blog une tribune et il se met à avoir 25 000 visites par jour, ce qui est énorme à ce moment-là. Et donc, ça montre qu'il y a un décalage, parce que c'est une tribune pour le non. On lui attribue une responsabilité importante. Et ça dans la montre qu'il y a victoire un du non. décalage entre ce que peuvent penser les citoyens sur l'Europe et ce que peuvent penser une certaine, on va dire l'élite, même si j'aime pas opposer peuple et élite, mais en tout cas, ceux qui tiennent la parole publique à ce moment-là. Si je parle de l'affaire Ikea, c'est parce que moi, effectivement, vous l'avez dit, je suis élue, mais je travaille dans le privé. Et j'ai vu aussi cette révolution atteindre les entreprises, qui est que, vous voyez, par exemple, là, vous aviez, c'était une dame qui avait acheté les Tupperware chez Ikea, et chez Ikea, vous avez le couvercle ne s'achète pas en même temps que la base, et donc elle s'est retrouvée arrêtée en garde à vue, enfin toute une histoire, et elle en a appelé aux autres consommateurs en disant, mais vous avez vu le traitement que j'ai, parce que juste je ne comprends pas comment fonctionne l'achat des Tupperware chez Ikea. Et donc Ikea avait répondu un peu froidement en disant, mais non, mais c'est la règle. Et en fait, l'affaire s'est réglée parce qu'elle a eu un soutien incroyable sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce que je montre, Ikea a présenté ses excuses. oui, Ikea a fini par présenter ses excuses. Et ce que je montre, c'est qu'en fait, toute la dynamique des réseaux sociaux, ça a été d'opposer la parole de quelques puissants à la parole de la multitude des anonymes. Et ça, on le voit bien évidemment dans les affaires MeToo et de libération de la parole des femmes ou des enfants qui ont pu subir des violences sexuelles. C'est que, regardez ce que c'est, on dit toujours, non mais présomption d'innocence, il ne faut pas qu'il y ait un tribunal des réseaux sociaux. Sauf que vous savez très bien qu'une femme qui est en situation de fragilité, qui a été abusée par un homme, il va lui dire, attends, ta parole, moi je vais la décrédibiliser, ta parole, et j'aurai les meilleurs avocats, et puis on va ruiner ta carrière, et puis le procès il sera très long, et puis on fera appel, et tu sais très bien que les affaires sexuelles, on ne peut pas prouver. Donc avant, les femmes ne parlaient pas. Et finalement, la révolution dans les affaires, et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y aurait eu les vagues MeToo s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? C'est que finalement, il y a eu des milliers de femmes qui ont dit, mais que vaut ta parole d'homme puissant face à nos millions de paroles qui témoignent, et on est là pour dire ce que tu as fait. Il faut quand même se dire que depuis octobre 2017, la première vague MeToo, qui part pas de la France, on a vécu 5 ans de révolution dans la libération de la parole des femmes. Et je pense, moi j'ai peur, je dis finalement, les réseaux sociaux, peut-être que les gens se sont aussi détournés de la démocratie représentative, parce que là où elle faisait la preuve de son inefficacité, ils ont fait leur preuve de leur efficacité sur certains combats, comme le combat contre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais il y a encore plein de choses qu'on peut vous opposer, Oui. Nelly Garnier. Je vais le faire juste après une pause. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec Nelly Garnier qui publie La démocratie du like chez Bouquin dans la collection Essais. Alors j'ai envie de vous rétorquer ce que l'on doit vous rétorquer d'ailleurs quand vous faites comme vous le faites ici la promotion des réseaux sociaux, et je parle là dans l'univers politique qui est le vôtre ou dans l'univers des entreprises. On vous rétorquera que les réseaux sociaux c'est une compétition féroce pour un peu de visibilité, c'est à celui qui criera le plus fort, c'est la prime à l'indignation, à l'ignorance parfois, à l'émotion pure, dénuée de réflexion, au fanatisme, au complotisme, où l'on ne s'informe plus qu'auprès de ceux qui pensent comme vous. C'est, j'imagine, ce que doivent vous dire vos collègues du Conseil régional, non? Alors moi, c'est vrai que le gros changement, c'est qu'avant, quand vous aviez un petit cercle de gens qui ont le pouvoir, et que vous rentriez dans ce cercle par cooptation, l'accès, je dirais, au cercle et des paillettes, et de la célébrité, et du pouvoir, il était codé et plus simple. Maintenant, si vous pouvez créer votre propre succès,
je dirais, à coup de like et de follow, pour Devenir reprendre les votre codes. propre marque. Vous comme devenez dites. votre propre marque. Ça veut dire qu'on est dans un environnement beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus fracturé. Et d'ailleurs, on le voit dans le paysage politique. Avant, vous aviez 2 grands partis. Si vous voulez être élu, fallait pas aller vous chercher votre propre communauté. Fallait travailler en interne. C'est pour ça qu'on disait qu'on était avec des apparatchiks. Il fallait se faire... c'était en interne que vous créiez votre ascension, pas auprès des gens. Et donc, c'est vrai que ce que ça a changé, c'est que maintenant, chacun est dans une course à la visibilité, chacun veut émerger. Et donc, je dis, c'est la course au buzz. Et c'est pour ça que je dis, on est rentré dans l'ère où il n'y a plus de bad buzz. Et ceux qui nous ont montré la voie, c'est les candidats de télé-réalité. Parce que dans le monde de la télé-réalité, vous savez, eux, ils monnaient le nombre d'abonnés, il faut le dire à vos auditeurs qui ne le savent peut-être pas. En fait, qu'est-ce que c'est un influenceur ? C'est quelqu'un qui fait du placement de produits, c'est-à-dire qui va vous dire, regardez, j'ai utilisé ce shampoing et depuis, j'ai de très beaux cheveux. Et ça, c'est des marques qui le payent pour le faire et il le payent en fonction du nombre d'abonnés qu'il a. Nabila a fait une très belle Donc, carrière d'influenceuse. Nabila, depuis elle a fait construire sa carrière sur un bad buzz qui était « Allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing ». Et finalement, on a très vite oublié ce bad buzz pour se dire maintenant c'est une chef d'entreprise qui gagne énormément d'argent. Et donc c'est vrai que on est rentré dans cette course où il faut émerger à tout prix. Puis on le voit aussi dans la campagne. On dit souvent c'est la course à la petite phrase, c'est la course à la phrase qui choque parce que c'est plus concurrentiel. Donc ça c'est un premier point. Et puis avant on avait des grandes idéologies très structurées, les gens s'engageaient pour longtemps. Maintenant on a des citoyens qui sont un peu des activistes de l'instant sur leur canapé, qui vont décider de soutenir une cause, mais bon, c'est pas le combat de leur vie, quoi. C'est tiens, je suis ému, je vais faire un partage de post, je vais faire un clic, et donc à la fois, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que il faut pas nier ce que c'est, et moi je dis gardons à l'idée que c'est une chance pour la démocratie, mais bien sûr. Ça a ses limites, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'être élu, c'est pour ça que je défends les institutions. Parce que d'un autre côté, ce qui organise le débat démocratique, c'est quand même les campagnes électorales, le vote, les gouvernements, les oppositions. Et que si on avait une démocratie qui ne se passe que sur Internet, eh bien, ça serait un coup un lynchage, un coup un engouement pour une cause. Et on n'arriverait plus à structurer les oppositions dans le pays, on n'arriverait plus à gouverner. C'est pour ça que je dis, pas de schisme du like et du vote, mais il faut trouver un moyen de revivifier notre vieille démocratie représentative avec toute cette énergie quand même démocratique qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un monde sans loi, géré, c'est pas un espace public, c'est géré par des entreprises privées, des multinationales. Twitter France, par exemple, peut bloquer l'accès aux informations de ses utilisateurs dans une enquête sur des tweets injurieux, comme c'est arrivé, visant un responsable de la préfecture des Yvelines, les données étant stockées par la maison mère en Irlande. L'affaire a été jugée à Versailles cette semaine. Twitter France dit non, nous, on ne donne pas les noms. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un espace public au sens d'Öffentlichkeit, d'Habermas, c'est un espace où se révèle la parole, mais c'est pas un espace public au sens d'espace c'est un espace qui appartient aux GAFAM. Et donc, ça pose plein de questions parce que ça pose la question de quels sont les algorithmes et donc quel est le contenu qui est mis en avant. Ça pose la question de la modération parce que au début, on a dit c'est le Far West, c'était pas régulé. Et moi, je pense que c'est marrant, dans le jugement sur l'affaire Mila, le juge a dit ce que vous n'avez pas le droit de faire dans la rue, vous ne devez pas avoir le droit de faire sur les réseaux sociaux. Et en réalité, c'est à ça qu'on devrait aller. Par exemple, dans la rue, vous n'avez pas le droit de mettre une cagoule et de vous mettre à avoir des propos racistes, antisémites, homophobes, d'incitation à la haine. Donc ça, il ne faudrait pas qu'on puisse le faire sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que comme on a l'anonymat, comme on a le pseudonymat sur les réseaux sociaux, on dit, bon, on ne veut pas toucher à ça, donc on va laisser les plateformes réguler elles-mêmes. Voilà, et quand elles régulent, elles régulent de manière incroyable. Moi, je parle de... Vous savez, moi, j'ai beaucoup été engagée sur les questions, effectivement, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, j'ai discuté avec des militantes qui ont fait sortir des témoignages. Et il y en a une, elle me dit, j'ai été shadow-bannée. Alors, moi, je ne connaissais pas le terme. Et elle dit, en fait, mes amis me disaient, tout d'un coup, on ne voit plus tes publications. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont des techniques qu'ont les plateformes pour diminuer la visibilité de ces publications. Et on vous censure. Sauf que quand vous demandez aux plateformes, elles vous disent non, ça ne peut pas arriver parce que le shadow banning n'existe pas. Et donc vous arrivez dans ce monde complètement ubuesque où vous tapez shadow banning sur Google,
Vous avez mais des centaines et des centaines de forums qui vous expliquent comment savoir qu'on a été shadowbanné et comment sortir du shadowbanning. Et en même temps, quand vous vous adressez aux plateformes, elles vous disent non. On ne peut pas vous expliquer, puisque de toute façon, ce phénomène n'existe pas. On a confié les clés du débat public à des entreprises privées qui ont les clés de ce débat et qui ne nous disent même pas comment il fonctionne. Donc on a et qui veulent en tirer du profit. Et elles, dont le but n'est pas d'ailleurs de réguler le débat public, elles n'en ont rien à faire. Dont le but est de vendre du temps de cerveau disponible à des marques. Et donc on est dans un système où il faut absolument que la puissance publique mette son nez et ne s'accommode pas juste de dire réguler tout contenu un peu clivant, parce que là, ça serait une menace pour la liberté d'expression, mais qu'elle nous dise, dites-nous en toute transparence, comment on peut faire en sorte que ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la rue, on ne le fasse pas sur les réseaux, mais que ce qu'on a le droit de faire dans la rue, on le fasse sur les réseaux. Oui, parce que Nelly Garnier, vous vous dites, vive les sujets qui fâchent, vive la confrontation, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas qu'on soit tous d'accord. La démocratie, c'est qu'on soit capable de s'affronter, mais en paix. Oui, donc il ne faut pas avoir peur des injures, parce qu'elles font partie du jeu politique. Non, c'est pas les injures, mais c'est les points de vue qui clivent. Parce que si vous dites... en fait, tout des contenus qui dérangent, signalez-le et on va le censurer. Mais alors, vous aurez un débat public avec... Finalement, moi, j'ai grandi dans cette génération où à la télévision, les gens, ils n'en pouvaient plus parce qu'ils disaient c'est l'ère du politiquement correct. Une partie de ce qu'a fait le succès des réseaux sociaux, c'est que les gens ont dit les médias, c'est le politiquement correct, on va avoir une liberté de parole ailleurs. Alors, si vous leur dites maintenant tout ce qui n'est pas politiquement correct, on le censure sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils vont aller ? C'est pas vers ça qu'on doit aller. La question, c'est de dire il y a ce qui tombe sous le coup de la loi, et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'opinion. Et aujourd'hui, dans une partie des contenus qui sont modérés, poliment pour dire censurés ou des comptes désactivés, il y a des contenus qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Moi, vous savez, je suis élu Les Républicains, mais je discute dans les différentes assemblées avec des élus de la France Insoumise et des élus du Rassemblement National. Quand je dis c'est quoi votre stratégie digitale pour la prochaine campagne, ils disent nous déjà, on est tous les jours en discussion avec les plateformes pour qu'on nous réactive des comptes qu'on nous a suspendus. Ça, je trouve ça anormal parce que c'est mes collègues, ils sont élus dans les assemblées. Donc, ils ont une légitimité démocratique. On doit trouver le moyen de se dire que oui, on s'affronte dans les points de vue, mais tant qu'on n'est pas sous le coup de la loi, on a le droit de s'affronter et il faut qu'on trouve le moyen du débat démocratique. La démocratie du like, ça vient de paraître chez Bouquin dans la collection Essai. Merci Nelly Garnier. C'est plutôt optimiste, votre livre. C'est très optimiste. Europe 1. C'est arrivé de cette semaine est terminé. Dans un instant, ce sera les grandes voix animées par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Quel est le programme ? La France sous le régime du pass vaccinal en attendant la levée progressive des restrictions. Question, la gestion de cette crise est-elle encore sanitaire ou purement politique ? Vous imaginez bien qu'à cette question, les grandes voix ont quelques réponses. On va feuilleter également le carnet de campagne de cette présidentielle avec le ralliement de Gilbert Collard à Éric Zemmour. Un coup dur, semble-t-il, pour Marine Le Pen. Les grandes voix ont quelques infos, vous verrez, à ce sujet. Et puis la crise ukrainienne, le statu quo actuellement entre les USA et la Russie dans les négociations. Il y a quand même un certain relent de guerre froide, mais une solution politique est-elle encore possible ? On en parle avec les grandes voix juste après les informations de 10h. À tout à l'heure. Bonne émission.